Vous voulez apprendre SQL pour devenir développeur, data analyst ou administrateur de bases de données, mais vous ne savez pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous montre les fondamentaux SQL, comprendre le fonctionnement des bases de données relationnelles, puis créer et gérer vos propres tables. À la fin de cette vidéo, vous saurez créer votre propre base de données et manier les commandes du langage de définition des données. Qu'est-ce que SQL? SQL signifie Structure Query Language, que l'on traduit en français par langage structuré de requête. Il s'agit du langage standard utilisé pour communiquer avec une base de données relationnelle. Grâce à SQL, il est possible de créer une base de données, créer des tables, ajouter des données, modifier des données, supprimer des données, rechercher des informations, produire des statistiques et des rapports. Autrement dit, SQL est le langage qui permet de gérer les données d'une entreprise. Aujourd'hui, les données sont au cœur de presque toutes les organisations. Les banques, les hôpitaux, les écoles, les entreprises de télécommunications, les plateformes en ligne ou encore les réseaux sociaux utilisent tous des bases de données. Et pour manipuler ces données, SQL est indispensable. C'est l'une des compétences les plus demandées dans le métier de développeur web, data analyst, administrateur de bases de données, business intelligence, ingénieur data. Maîtriser SQL ouvre de nombreuses opportunités professionnelles. Dans cette formation, nous utilisons MySQL, l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus populaires. MySQL est gratuit dans son édition Community, rapide et performant, largement utilisé dans les applications web, compatible avec de nombreux langages comme PHP, Python, Java ou C. C'est un excellent choix pour apprendre SQL et développer des applications professionnelles. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est un ensemble organisé d'informations stockées de manière à être facilement consultées, modifiées et mises à jour. Elle permet de conserver les données de façon sécurisée et de les retrouver rapidement lorsque cela est nécessaire. Exemple, une école stocke les informations sur ses étudiants. Une banque enregistre les comptes et les transactions de ses clients. Un hôpital conserve les dossiers médicaux de ses patients. Toutes ces informations sont enregistrées dans une base de données. Et qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Une base de données relationnelle est une base de données dans laquelle les informations sont organisées dans des tables. Chaque table représente un sujet précis. Par exemple, une table employé, une table client, une table produit, une table commande. Le terme relationnel signifie que ces tables peuvent être reliées entre elles grâce à des relations. Ces relations permettent d'éviter des doublons et d'organiser les données de manière cohérente. Une table est composée de deux éléments principaux. Les colonnes représentent les caractéristiques des données. Par exemple, dans une table employé, ID, nom, prénom, poste, salaire. Chaque colonne contient un type d'information. Les lignes, également appelées enregistrements, représentent les données. Chaque ligne correspond à un employé. Le principal avantage d'une base de données relationnelle est de pouvoir relier plusieurs tables. Prenons l'exemple d'une entreprise. Nous pouvons avoir une table client et une table commande. La colonne ID client de la table commande fait référence au client concerné. Grâce à cette relation, nous savons quelle commande appartient à chaque client. Pour identifier chaque enregistrement de manière unique, chaque table possède généralement une clé primaire. Par exemple, la colonne ID identifie chaque employé. Deux employés ne peuvent pas avoir le même identifiant.
Une clé étrangère est une colonne qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. Dans notre exemple, la colonne ID client de la table commande est une clé étrangère. Elle permet d'établir la relation entre les commandes et les clients. C'est grâce aux clés étrangères que les tables peuvent communiquer entre elles. Les bases de données relationnelles offrent de nombreux avantages. Elles permettent notamment de organiser les informations de manière logique, éviter la duplication des données, garantir l'intégrité des informations, faciliter les recherches, simplifier les mises à jour, gérer efficacement de grands volumes de données. C'est pourquoi elles sont utilisées dans la plupart des applications professionnelles. Pour gérer une base de données relationnelle, on utilise un système de gestion de base de données ou SGBD. Parmi les plus connus, on retrouve MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, MariaDB. Dans cette formation, nous utiliserons MySQL, mais les concepts étudiés sont applicables à la plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Nous allons installer MySQL sur notre machine locale. Ceux qui ont déjà MySQL installé sur leur machine locale, vous pouvez passer ce chapitre de la vidéo. Pour cela, nous allons venir ici. Je mets télécharger. Voilà. Télécharger WAMP Server. Ici, à partir de là, je clique sur ça. Je cherche www.wampserver.com. Et ici, je peux cliquer sur télécharger. À partir de cette page, je viens ici, WAMP Server 64 bits. Je clique dessus. Je peux passer ce formulaire. Ensuite, j'attends le téléchargement. Une fois le téléchargement démarré, ici, je vois le téléchargement démarrer ici. Une fois le téléchargement terminé, je viens dans mon dossier de téléchargement. Ici, je vois WAMP Server. Je vais double-cliquer sur le setup de WAMP Server. Ensuite, je clique sur oui. Je fais OK. Ensuite, je viens ici. Je fais suivant. Il est important de noter qu'on ne peut pas installer directement WAMP Server sur notre machine locale sans les packages. Pour cela, je viens cliquer sur suivant. Vous voyez ici, on a besoin d'installer des packages. Pour cela, je viens ici directement. Ici, paquetage VC. À partir de là, je clique sur ce lien. Ensuite, je viens chercher le lien de vérification des packages. Je fais un double clic, ensuite je fais oui et je clique sur OK. Je vais vérifier les packages à installer. Ensuite, je viens sur l'installation de WAMP Server. Je viens cliquer sur ce lien qui est en bas, tout juste en bas ici. Une fois sur cette page, je viens ici, juste ici en bas, je viens sur Visual C++ Redistributable Package. Nous avons les packages ici de 32 bits et les packages de 64 bits. Je viens télécharger tous ces packages-là. Je commence par ça. Et je télécharge. Ensuite, l'autre. Ensuite, ça. Ensuite, le dernier. Ensuite, je viens ici télécharger les 64. Ensuite, ici également. Ensuite, télécharger également 2013 et enfin le dernier. Une fois les téléchargements terminés, je viens dans mon dossier téléchargement. De là, je vais essayer de les installer. J'installe le premier package.
J'accepte, ensuite, installe, fais OK. Une fois l'installation réussie, je ferme, je viens au suivant, j'installe, je clique sur installer, ensuite je fais OK. Là aussi, je passe au suivant. OK. J'accepte et je clique sur installer. Une fois terminé, on peut venir directement ici sur l'installation de la vérification des packages. On clique sur vérifier. Une fois tous les packages vérifiés, on peut passer et essayer d'installer WAMP Server. À partir de là, directement, je peux venir, je clique sur suivant, suivant et installer. Ensuite, une fois l'installation terminée, je viens cliquer sur terminer. Ensuite, je peux venir sur ma machine directement, je vais lancer WAMP Server. Je clique sur oui. Une fois les services prêts, ici, je viens cliquer sur l'icône. Ensuite, je clique sur WAMP Server. Ici, je viens dans Gestion des bases de données. Et je choisis PHP MyAdmin 5.2.3. Une fois le serveur localhost démarré, ici, j'utilise le nom d'utilisateur utilisé par phpMyAdmin qui est égal à root et je fais connexion. Une fois phpMyAdmin démarré, vous avez la possibilité de modifier le mot de passe en cliquant ici et essayer de modifier le mot de passe. Ensuite, ici, on peut également créer notre première base de données. Par exemple, je clique sur nouvelle base de données ici. J'écris, je mets ma base, par exemple. Je peux mettre ma base, ensuite je clique sur créer. Nous avons créé notre première base de données. Les commandes SQL sont classées par catégorie. Create Table fait partie du langage de définition des données, que l'on appelle également LDD ou DDL en anglais, Data Definition Language. Le LDD permet de créer ou de modifier la structure de la base de données. Les principales commandes du LDD sont create, alter, drop, truncate. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur create table. La syntaxe est très simple. Décomposons cette instruction. Create table indique que nous souhaitons créer une nouvelle table. Ensuite vient le nom de la table. Puis, entre parenthèses, nous définissons toutes les colonnes. Chaque colonne possède un nom, un type de données. Créons une table appelée employé. Cette instruction crée une table composée de 5 colonnes. La colonne ID contiendra un nombre entier. Les colonnes nom et prénom contiendront du texte. La colonne salaire enregistrera des montants avec 2 chiffres après la virgule. Enfin, date embauche enregistrera une date. À ce stade, la table existe, mais elle est vide. Nous n'avons encore enregistré aucun employé. Chaque colonne doit avoir un type de données adapté. Voyons les plus utilisés. Int permet de stocker des nombres entiers. Exemple 1, 25, 300, 1000.
Varchar signifie variable caractère. Il permet de stocker du texte. Le nombre entre parenthèses représente le nombre maximal de caractères. Par exemple, nom varchar 100. Cela signifie que le nom pourra contenir jusqu'à 100 caractères. Décimal est utilisé pour les montants financiers. Exemple, prix décimal 10,2. Le premier nombre indique le nombre total de chiffres. Le deuxième indique le nombre de chiffres après la virgule. Ainsi, une valeur comme 1250,75 sera correctement enregistrée. Le type date permet de stocker uniquement une date. Exemple, le 1er juillet 2026. DateTime permet de stocker une date et une heure. Exemple, le 1er juillet 2026 à 14h35 et 20 secondes. Le type booléen permet de stocker une valeur logique. Selon le système de gestion de base de données, les valeurs sont généralement true ou false, ou 1 ou 0, vrai ou faux. Créons maintenant une table plus réaliste. Pour cela, nous allons d'abord créer une base de données dans laquelle nous allons créer des tables. Pour cela, je viens ici dans SQL. Je vais venir ici, je vais mettre Create Database. Je mets ma base. Je mets deux points virgule et je fais exécuter. Je viens de créer ma première base de données. Dans cette base de données, on va créer une table. La première table, je peux mettre create table. Voilà. On va créer la table client. Create table client. Je mets des parenthèses, j'ouvre les parenthèses comme ça, mais deux points après les parenthèses et entrée. À partir d'ici, je vais créer la colonne ID qui est de type entier, virgule. Ensuite, le nom, le type texte, varchar, on peut prendre 100, virgule. Ensuite, le prénom, varchar également. On peut mettre 100. Ensuite, l'email, varchar également. 50, la virgule. Téléphone, varchar, comme on l'a dit. On peut mettre 20 par exemple. Ensuite, la ville, varchar également. On peut choisir 100 par exemple. Et la date d'inscription. Comme ça, je mets underscore date inscription. Le type date. Et c'est bon. Ensuite, je viens exécuter. Ici, nous avons créé notre première table. On voit les colonnes ID, nom, prénom, email, téléphone, ville, date, inscription. Pour le moment, la table ne contient aucun enregistrement.
À ce stade, la table client est prête à recevoir les données. Si ce tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec des travaux pratiques et des défis, le lien est dans la description. La commande AlterTable appartient au langage de définition des données, LDD. Elle permet de modifier la structure d'une table déjà créée. Avec AlterTable, vous pouvez notamment ajouter une colonne, supprimer une colonne, modifier le type d'une colonne, renommer une colonne, renommer une table, ajouter ou supprimer des contraintes selon le système de gestion des bases de données utilisé. Contrairement à CreateTable, qui crée une nouvelle table, AlterTable agit sur une table existante. La structure de base est la suivante. Nom de table représente la table à modifier. Le mot action correspond à l'opération que l'on souhaite effectuer. Imaginons que nous avons créé cette table. Quelques semaines plus tard, le responsable souhaite également enregistrer le numéro de téléphone de chaque employé. La table actuelle ne contient pas cette colonne. Nous n'avons pas besoin de supprimer puis recréer la table. Il suffit de modifier sa structure grâce à AlterTable. Après modification, la nouvelle colonne est ajoutée et les données existantes sont conservées. La commande la plus utilisée avec AlterTable est l'ajout d'une colonne. La syntaxe est AlterTable employé add colonne téléphone varchar 20. AlterTable modifie une table existante. Employé est le nom de la table. Add colonne ajoute une nouvelle table. Téléphone est le nom de la colonne. Varchar est le type de données. Après l'exécution, la table contient une nouvelle colonne nommée téléphone. Il arrive qu'une colonne ne soit plus nécessaire. La syntaxe AlterTable employé drop colonne téléphone. Cette commande supprime complètement la colonne. Toutes les données qu'elle contient sont également supprimées. Il faut donc être prudent avant d'utiliser cette instruction. Avec le temps, il peut être nécessaire de modifier le type de données d'une colonne. Par exemple, augmenter la taille maximale d'un champ nom. Exemple, AlterTable employé modify colonne nom varchar 100. Le champ nom pourra désormais contenir jusqu'à 100 caractères. Si un nom de colonne n'est plus adapté, il est possible de le modifier. La syntaxe AlterTable employé rename colonne nom to nom de famille. Après cette opération, le nom devient nom de famille. Les données restent intactes. On peut également changer le nom d'une table. AlterTable employé rename to salarié. La table conserve son contenu. Seul son nom change. Alors, dans cette démonstration, nous allons ajouter une colonne dans notre table client. D'abord, je vais venir voir la structure de notre table client. Je peux mettre describe la table client ici, point virgule. Je fais exécuter. Nous avons l'ID, la colonne ID, nom, prénom, ainsi de suite, jusqu'à date inscription. De là, nous voulons ajouter une colonne, par exemple la colonne salaire. Je peux venir ici, je vais dire AlterTable client. Ensuite, add
colonne. Add colonne. Salaire, le type décimal. On a 10 chiffres et 2 chiffres après la virgule. Je mets point virgule et j'exécute. À partir de là, je peux venir et encore voir la structure. Maintenant, voir la structure de notre table client. Table client, je mets point virgule et j'exécute. Nous avons la table salaire, la colonne salaire qui est ajoutée ici. Ensuite, pour supprimer la colonne salaire, je peux faire comme ça. Alter table client, tape entrée, drop colonne, salaire. Voilà. Fais ça et exécuter. Faut-il vraiment? Oui. Ensuite, pour vérifier, je viens describe client. J'exécute. Nous n'avons plus la colonne salaire ici. Ensuite, pour modifier le type d'une colonne, par exemple, nous voulons modifier le type de la colonne nom en 200 caractères. On peut faire comme ça. Bien ici, toujours, alter table. Voilà, alter table client. Ici, je mets modify colonne. Modify colonne, le nom, je mets varchar 200. Point, virgule et j'exécute. Pour voir le résultat, on peut également mettre describe client. Fais ça et j'exécute. De là, je vois le type du nom de colonne a été modifié à 200. Ensuite, pour renommer une colonne, par exemple, on va essayer de renommer la colonne prénom. On vient ici, toujours, je mets alter table client, fait entrer, rename colonne, prénom, tout, prénom client, point virgule, j'exécute. Pour voir le résultat, également, describe client. Ici, nous avons renommé prénom à prénom client. Ensuite, on peut également changer le nom de la table. Par exemple, on va changer le nom de la table client à employé. Je viens ici, table alter table client. Entrée, rename to employé. Point virgule. Voilà. Nous avons maintenant notre table a changé de nom. De client, on est venu à employé. Pour voir tout ça,
show tables. Voilà. Exécuter. Voilà. Notre table a changé de nom. Nous voyons maintenant employé. La commande drop table appartient au langage de définition des données, LDD. Elle permet de supprimer complètement une table d'une base de données. Lorsque vous utilisez cette commande, la structure de la table est supprimée. Toutes les données qu'elle contient sont supprimées. La table n'existe plus dans la base de données. Cette opération est définitive. Une fois exécutée, la table ne peut plus être utilisée. La syntaxe est très simple. Drop table, nom de la table. Drop table indique que l'on souhaite supprimer une table. Non table représente le nom de la table à supprimer. La commande truncate table appartient au langage de définition des données, LDD. Elle permet de supprimer toutes les lignes d'une table tout en conservant sa structure. Après l'exécution de cette commande, la table existe toujours. Les colonnes sont conservées, les contraintes restent en place. La table est vide et prête à recevoir de nouvelles données. Autrement dit, truncate table réinitialise une table sans la supprimer. La syntaxe est très simple. Truncate table, non table. Truncate table vide complètement une table. Non table représente le nom de la table à vider. Maintenant, nous allons passer à la démonstration de la commande drop table. Tout d'abord, je vais afficher les tables dans notre base de données. Je peux mettre show tables. J'exécute. Nous avons une seule table employée. Ensuite, nous allons créer une table test, create table test, par exemple. Je mets la parenthèse, ensuite je mets les points virgules, je fais entrer. De là, je peux ajouter ID de type entier. Ensuite, je vais ajouter commentaire de type varchar, c'est-à-dire de 100 caractères. Ok, je fais entrer, je vais exécuter. Nous avons une table test ici. Ensuite, je peux venir afficher, voir dans notre base de données les tables existantes, show tables. J'exécute. Nous avons les deux tables existantes. Pour supprimer la table, je viens encore ici, exécuter. Je vais mettre drop table. Drop table test. Point virgule. J'exécute. Je fais OK. Maintenant, je vois que la table test a disparu ici. On peut également venir voir dans show table, voir les tables existantes. Show tables. Je vois que la table a disparu. Nous allons apprendre à utiliser la commande truncate table. Pour cela, on va venir ici dans la table employée. Nous avons deux enregistrements ici que j'ai ajouté. Ne vous inquiétez pas. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment insérer des données dans une table. Alors, pour utiliser la commande truncate table, nous pouvons venir ici dans SQL. Nous allons écrire truncate table employé. Ici, je mets point virgule et j'exécute. Pour vérifier la table, je peux venir comme ça. Je vais faire un select.
Ne vous inquiétez pas pour le select. Nous verrons comment afficher les données dans une prochaine vidéo. Nous allons utiliser select star from employee. Je fais exécuter. De là, je vois que la table existe toujours et les enregistrements ont disparu. Cela veut dire que la table existe, mais les données sont vides. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez apprendre SQL de manière complète, j'ai préparé une formation qui vous accompagne pas à pas, du niveau débutant jusqu'à un niveau avancé. Vous y trouverez des vidéos détaillées, des travaux dirigés, des supports PDF, des mémos et un projet professionnel complet. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir la formation. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.